Je m'appelle Whitney Neal, j'ai 30 ans et je suis architecte d'intérieur à Missoula, Montana. Tout a commencé par une nuit apparemment ordinaire, avec le cliquetis des couverts et ma mère qui me passait la purée de pommes de terre. Je riais du choix absurde d'un client en matière de papier peint, lorsque mon père a claqué son verre sur la table si fort que le son a traversé l'air comme une lame. Whitney, tu as 48 heures pour sortir tes affaires d'ici, dit-il, sa voix glaciale ne laissant aucune place à la discussion. Cette maison appartient désormais à ton frère. Ma fourchette était suspendue dans les airs. Mon frère, qui poursuivait de grands rêves à New York depuis des années, n'y avait même pas mis les pieds depuis longtemps. J'avais investi chaque centime de mes économies $60 000 pour maintenir cet endroit debout, j'avais remboursé mes emprunts, réparé le toit qui fuyait, acheté tous les meubles de cette salle à manger. Et maintenant, ils lui ont simplement tout remis. Ma mère évitait mon regard, tripotant sa serviette avec des doigts nerveux, tandis que mon père se renversait dans son fauteuil, les bras croisés, comme si la décision était déjà prise. Une vague de révolte monta dans ma poitrine, mais je ne discutais pas. J'ai juste hoché la tête, mon esprit élaborant déjà un plan. Il pensait que j'allais faire mes valises et disparaître sans faire de bruit. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Dans 2 jours, il entrerait dans cette maison et regretterait chacun de leurs mots. J'ai repoussé l'assiette, je me suis levée et je suis allée dans ma chambre, avec une détermination déjà brûlante. Ils ont sous-estimé ma force, et ce serait leur première et dernière erreur. Si vous êtes aussi choqués que moi, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez la série et quelle heure il est. Voyons combien d'entre nous suivent de près ce drame. Le lendemain matin, je me suis réveillée toujours sous le même toit, avec les paroles de mon père résonnant dans ma tête. Je restais allongée là, regardant le plafond que j'avais peint d'un bleu tendre 3 ans plus tôt, essayant de comprendre comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Comment pouvait-il simplement donner la maison à mon frère, après tout ce que j'avais fait pour l'entretenir? En 2022, lorsque la banque a menacé de saisir, c'est moi qui ai pris la responsabilité. Mes parents étaient lourdement endettés, $60 000 qu'ils ne pouvaient pas payer. J'avais 27 ans, au début de ma carrière de designer, mais je n'ai pas hésité, j'ai vidé mes économies, chaque centime économisé grâce au quart de travail et au travail supplémentaire, pour sauver cet endroit. Ce n'était pas par obligation, mais parce que cette maison était ma maison. L'étage où j'ai dessiné mes premiers croquis, l'espace qui m'a vu grandir. Et je ne me suis pas arrêtée là. La maison s'effondrait, la peinture s'écaillait, les sols craquaient, le toit qui fuyait à chaque pluie. J'ai pris plus de clients, travaillé le week-end, consacré chaque heure libre à tout rénover. J'ai choisi le bleu clair pour les murs pour donner de la vie à l'espace, j'ai acheté un canapé gris solide pour les soirées cinéma en famille, j'ai installé une nouvelle télévision pour que ma mère puisse regarder les émissions de cuisine qu'elle aimait. Même la machine à laver était mon idée, après que l'ancienne soit tombée en panne et que nous ayons dû apporter les vêtements à la laverie. Chaque détail, chaque sacrifice était pour eux. Ou du moins, je le pensais. Mais mon frère, Colt, ne s'en souciait pas. Il y a 5 ans, il était parti à New York pour occuper un poste pompeux dans les banques, rêvant de gratte-ciel et de bourse. Il appelait, quand il appelait, 2 fois par an, toujours pressé, promettant des visites qui n'avaient jamais lieu. Lorsqu'il est apparu, il était simplement ostentatoire, il a parlé d'affaires qui n'ont jamais fonctionné, de costumes qu'il ne pouvait pas se permettre. Et mes parents? Il mangeait dans sa main, comme s'il était un génie de Wall Street. Il se vantait de son succès auprès des voisins, tandis que c'était moi qui entretenais la lumière. Je me souviens avoir entendu ma mère au téléphone, le Colt se porte très bien, pendant que je nettoyais les nouveaux comptoirs de cuisine, pour lesquels j'avais payé. Cela me faisait mal, mais j'ai avalé difficilement, pensant que mes efforts parleraient en ma faveur. Il y a 3 ans, lorsque la banque a appelé pour des retards de paiement, c'est moi qui ai répondu. Mon père était assis à cette même table, la tête dans les mains, et marmonnait, nous allons tout perdre. Ma mère a pleuré en silence. J'ai appelé Colt à l'aide, mais il n'a pas répondu. Il est occupé, justifia ma mère, comme si cela suffisait. J'ai donc pris mes économies, les $60 000 que j'économisais pour un acompte sur un logement que j'étais un jour propriétaire et j'ai tout donné.
La banque a accepté. La maison a été sauvée. Mes parents m'ont serré dans leurs bras, reconnaissants. Mais leur gratitude fut de courte durée. Bientôt, ils recommencèrent à idolâtrer Colt, ses histoires, son prétendu génie. J'entrais dans le salon, je voyais le canapé que j'avais acheté, la télévision que j'avais installée, et je me demandais pourquoi rien de tout cela ne suffisait. L'été dernier, j'ai rénové la salle à manger. J'ai choisi un lustre moderne pour remplacer celui qui vacillait depuis mon enfance. J'ai passé des heures à mesurer, poncer, peindre, en m'assurant que chaque détail était parfait. Ma mère sourit, c'est chic. Mon père était d'accord, magnifique. Mais la semaine suivante, lorsque Colt a appelé, ils ont passé une heure à écouter ses dernières, grandes réalisations. Je me tenais dans le couloir, les mains encore marquées de peinture, écoutant tout. Beau. Chic. J'avais reconstruit cette maison pièce par pièce, et ils ne pouvaient quitter des yeux leur fils qui ne s'est même pas présenté. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était du temps, de l'énergie, des nuits passées à travailler sur des projets pour des clients juste pour payer cette maison. Je rentrais à la maison épuisée, m'effondrais sur ce canapé gris et j'avais toujours l'impression de porter seul le poids de ces 4 murs. Mes parents dépendaient de moi, mais leurs yeux ne brillaient que pour Colt. Il était l'enfant en or, celui qui était allé loin, alors que moi, j'étais juste celui qui restait, tenant tout sur mes épaules. Et maintenant, il voulait lui donner la maison. Ma maison. Celui pour lequel je m'étais battue. Celui dans lequel j'avais fait ma maison. Une douleur aiguë me serra la poitrine, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus aigu, un mélange de fureur et de détermination. Pensait-il que je partirais sans combat, que Colt arriverait et prendrait tout ce que j'avais construit? Ils se sont trompés. Je m'assis sur le lit, le bleu pâle des murs éclairé par la lumière du matin. Pendant des années, j'avais maintenu cette famille à flot. Mais le dîner de la veille avait tout changé. Elle n'était plus leur fille. C'était la personne qu'ils utilisaient, la personne qu'ils rabaissaient. Mais l'histoire ne se terminerait pas ainsi. J'ai décroché le téléphone, les doigts stables malgré le feu qui brûlait à l'intérieur. J'avais besoin de réponses et je savais exactement sur qui compter. Plus tard dans la matinée, j'ai appelé Lindsay, ma meilleure amie, ma voix tremblante d'une urgence qu'elle a immédiatement reconnue. « Whitney, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, déjà en mode solution. J'ai fait des allers-retours dans la cuisine, la même que j'avais rénovée, avec les comptoirs en granit que j'avais payés et je lui ai tout raconté, l'ultimatum de mon père, les 48 heures pour déménager, la maison remise à Colt comme si c'était un cadeau. J'ai parlé des 60 000 $ que j'avais investis, des nuits blanches, des rénovations que j'avais faites pendant que mon frère vivait dans les illusions à New York. Lindsay, avec son esprit d'avocat aiguisé, n'a pas perdu de temps. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici, dit-elle. S'il lui donne la maison, il doit y avoir une raison. Avez-vous vérifié leurs finances? De nouveaux prêts? Sa question a allumé une étincelle. Finances. Je n'y avais pas pensé. Mes parents ont toujours été réservés en matière d'argent, encore plus après que je les ai sauvés de l'exécution 3 ans plus tôt. Je vais y réfléchir, répondis-je, la tête tournant déjà avec les possibilités. J'ai raccroché et parcouru ma liste de contacts jusqu'à ce que je trouve Finn Walsh. Je le connaissais depuis 2 ans, depuis que j'avais conçu la salle d'attente d'une agence de sa banque à Missoula. Minute. Chaque pièce qui sortait de la porte était comme un coup porté à la poitrine, mais aussi une victoire. C'est le mien, pensais-je, car le canapé gris, celui que j'avais testé dans 3 magasins avant de choisir, celui qui m'avait coûté 2 week-ends de travail supplémentaires, était emballé dans du plastique et chargé dans le camion. L'équipe a travaillé efficacement, mais j'ai senti le poids de chaque objet, la lampe de nuit, achetée après des nuits à chercher un éclairage parfait pour lire, le tapis d'entrée, que j'avais personnellement nettoyé après que mon père ait renversé du vin rouge dessus et ne s'est même pas excusé. Diane apparut sur le seuil, les yeux écarquillés en voyant le mouvement. « Whitney, que se passe-t-il » Sa voix tremblait, comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas mais qu'elle ne voulait pas y croire. « Je prends ce qui est à moi, répondis-je en croisant les bras. Ils veulent que je parte ?
Oui, je le ferai, mais pas sans ce que j'ai payé. Elle hocha la tête, ses lèvres pincées en une fine ligne. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Ton père est passé il y a 1 heure, avec un visage comme... Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Je savais exactement quel était ce visage, le même que celui qu'il avait fait lorsque Colt rentrait ivre à la maison et que mon père faisait semblant de ne pas voir. Le même que celui que j'utilisais lorsque je faisais des chèques que je ne pouvais pas couvrir, comptant sur moi pour combler les trous. Le téléphone portable vibrait dans ma poche. C'était Colt. Où es-tu? Le message était court, presque agressif. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la conversation avec Lindsay et envoyé une photo des déménageurs chargeant la machine à laver. Ils se rendent compte maintenant, ai-je tapé. Sa réponse a été instantanée, bien. Laissez-les transpirer. Plus ils mettent de pression, plus ils font d'erreurs. Elle avait raison. S'ils pensaient que j'allais disparaître sans faire de bruit, ils se trompaient lourdement. Le chef des déménageurs s'approcha, le visage en sueur dans la lumière de l'après-midi. La seule chose qui manque c'est la télé, mais le support est fixé au mur. Voulez-vous qu'on le démonte? Je secouai la tête. Prenez tout. Ne laissez rien. Il hésita, regardant les marques sur la cloison sèche à l'endroit où le support avait été vissé. Ça va être un vilain trou. J'ai souri amèrement. Laissez tomber. Laissez-les voir ce qui se passe lorsqu'ils font une mauvaise chose. Lorsque le dernier article a été chargé, j'ai signé le reçu et j'ai fermé la porte d'entrée avec un clic sec. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de voir le doute dans mes yeux. Je suis montée dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai pris une profonde inspiration pour la première fois depuis des heures. Sur le siège passager, l'enveloppe contenant les documents de prêt semblait brûler contre le cuir. 60 000 $. Mon nom. Ma fausse signature. Ils avaient sous-estimé jusqu'où j'irais pour me défendre. Lindsay m'avait déjà envoyé par courrier électronique le brouillon du procès. Fraude. Détournement. Dommage moral. Les mots jaillirent de l'écran, tranchant comme des couteaux. Je les lis et les relis, sentant le poids de chaque syllabe. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'années de confiance gâchée, d'avoir été traité comme le sauveur de la famille jusqu'au moment où je cessais d'être utile. Colt avait besoin d'un nichon. Mes parents avaient besoin d'un bouc émissaire. Maintenant, ils allaient avoir une bataille juridique. J'ai entré l'adresse du bureau de Lindsay dans le GPS. Arrivé dans 12 minutes, annonça la voix robotique. 12 minutes avant la prochaine étape. 12 minutes avant que je commence à démanteler le château des mensonges qu'ils avaient construit sur mon nom. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je n'allais pas perdre de temps. Il s'agissait de chaque mensonge qui m'engloutissait comme des pilules amères, de chaque promesse non tenue qui me laissait la gorge en feu. C'était à peu près les années où je portais leur poids sur mes épaules alors qu'ils souriaient pour les photos de famille, tandis que Colt se vantait d'être le prodige qui n'avait jamais eu à se salir les mains. Désormais, leurs mains étaient sales et j'allais m'assurer que le monde verrait l'encre de cette fraude sécher sous les projecteurs d'une salle d'audience. Lindsay ajusta sa mallette en cuir contre sa hanche, ses talons résonnant sur le trottoir inégal. « Ils vont essayer de vous intimider », dit-elle sans quitter des yeux le bureau de poste d'en face. On le savait, une copie certifiée conforme de l'acte était déjà adressée à mes parents. D'abord viendra le silence. Puis les appels en larmes de ta mère. Puis les menaces voilées de ton père. Et Colt? Elle se tourna vers moi avec un sourire acéré. Ça va exploser comme un feu d'artifice le soir du Nouvel An, bruyant, pathétique et personne n'y prête attention. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid brûler dans mes poumons. Laissez-le exploser, répondis-je. J'ai déjà entendu cette symphonie. Seulement cette fois, le public a un juge, un jury et un tas de documents portant des cachets officiels. Le téléphone portable a vibré dans ma poche numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Si c'était eux, laissez-les attendre. Si c'était la banque, Finn Walsh en savait déjà trop pour être surpris. Et si c'était Colt, eh bien,
il pourrait crier d'une voix rauque. Les murs de la cour étaient plus épais que sa patience. Nous sommes montés dans la voiture de Lindsay, le moteur ronronnant doucement alors qu'elle réglait le GPS pour le bureau. « As-tu un endroit où passer la nuit ?» a-t-elle demandé en me jetant un rapide coup d'œil. Je secouai la tête, les doigts resserrés sur le volant imaginaire. J'ai déjà réservé un Airbnb. Rien d'extraordinaire, mais il a une serrure dont j'ai la clé. Elle rit, un son sec et satisfaisant. Bon choix. Parce que lorsqu'ils comprendront que vous n'allez pas reculer, ils tenteront d'envahir votre vie comme des cafards après une inondation. Laissez-les essayer, murmurai-je en regardant les montagnes de Missoula se dresser sur le ciel gris. J'ai déjà nettoyé la maison une fois. Je n'aurai aucun problème à le refaire, cette fois, avec un avis d'expulsion en main. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Diane. J'ai répondu en direct. Avez-vous vu les nouvelles? Demanda-t-elle sans préambule, sa voix tremblante d'excitation réprimée. Colt vient de publier sur Facebook que vous avez volé la maison familiale et qu'ils sont sans abri à cause de votre vengeance. Le tout accompagné de photos de votre canapé dans le salon vide. J'ai poussé un rire bruyant, presque hystérique. Pense-t-il vraiment que quelqu'un croira que moi, la fille qui a payé 3 fois pour que le toit soit réparé, je suis soudainement devenue la méchante? Diane a ri. Les commentaires sont déjà pleins de gens qui demandent pourquoi un avocat de 32 ans ne peut pas garder sa propre maison. Quelqu'un a même posté le même, distrait par des bêtises, il a oublié de ne pas être un parasite, point. Que Dieu bénisse Internet, répondis-je, sentant quelque chose de chaud et de vicieux se propager dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. C'était la justice qui commençait à bouillir. Lindsay s'est garée devant l'immeuble de bureau, où l'enseigne en laiton brillait dans la faible lumière de l'après-midi, Marlowe et Associates droit civil et pénal. Préparez-vous, dit-elle en coupant le moteur. À partir de maintenant, chacun de leurs gestes sera une erreur. Et nous capitaliserons sur chacun d'entre eux. J'ai ouvert la portière de la voiture, le son métallique résonnant comme un coup de feu. Alors faisons en sorte que ça compte, répondis-je en ajustant le sac sur mon épaule. Parce que cette fois, quand ils tomberont, il n'y aura personne pour les rattraper. Moi non plus. Pas la loi. Ni la décence qu'ils ont piétinée il y a longtemps. À l'intérieur du bureau, les lumières étaient allumées, illuminant des piles de fichiers et de dossiers portant des noms qui ne me semblaient plus pertinents. Lindsay jeta les clés sur la table et alluma l'ordinateur. Demain, première chose, demander une injonction pour geler leurs avoirs. Si l'argent du prêt est encore sur un compte, nous l'arrêterons avant qu'il ne le dilapide sous d'autres excuses. J'ai hoché la tête, sortant les documents de mon sac et les alignant avec une précision militaire. Et la maison? Continua-t-elle en tapant pendant qu'elle parlait. Tu veux qu'on demande la possession provisoire? Techniquement, puisque tu as tout payé. Non, la coupai-je avant qu'elle ne puisse terminer. Laissez-les transpirer. Laissez-les dormir sur le sol que j'ai payé, avec les rideaux que j'ai achetés qui balancent dans les fenêtres vides. Quand le juge prononcera sa sentence, je veux que ce soit comme un marteau, quitter ma propriété. Lindsay a arrêté de taper, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Vous appréciez ça, observa-t-elle, non pas comme une critique mais comme un fait. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, même si je savais que c'était le cas, du moins un peu. C'est un équilibre. Ils m'ont pris des années. Maintenant, je vais leur prendre ce qu'ils aiment le plus, la façade d'une famille parfaite. Le téléphone du bureau sonna, rompant le silence. Lindsay a répondu, écoutant une seconde avant de me tendre le téléphone. C'est Finmash. Il dit qu'il a des informations que vous voudrez entendre. J'ai appuyé sur le bouton de transfert, j'ai porté le téléphone à mon oreille. Finn, dit-il sans détour. As-tu trouvé autre chose? La voix du directeur de la banque était tendue, presque un murmure. Whitney, je ne devrais pas te dire ça, mais, ils ont retiré l'argent hier. Tout. 60 000 $ en espèces. Mon estomac s'est retourné. Comment ça, en espèces? Finn hésita.
Votre père s'est présenté avec Colt, a produit des documents, y compris une fausse procuration avec sa signature, et a tout retiré. La banque examine les caméras en ce moment, mais l'argent a disparu, ai-je ajouté, mes doigts serrant le téléphone jusqu'à ce que j'en ai mal. Exactement, confirma Finn. Et ce n'est pas tout. Ils ont mentionné quelque chose à propos de résoudre le problème avant que l'audience n'ait lieu. Le silence qui suivit fut électrique. Lindsay était déjà en train d'attraper son manteau, les yeux durs comme de la pierre. C'est une menace, dit-elle doucement. Et nous allons l'utiliser. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le feu de la colère brûler proprement, sans culpabilité. Non, répondis-je en rendant le téléphone à Lindsay. C'est la preuve. Et ils viennent de nous donner la dernière pièce du puzzle. J'ai regardé par la fenêtre, où les lumières de Missoula scintillaient comme des étoiles tombées. Demain, dit-il, nous les enterrons. Rien de moins que la justice. Lindsay me serra le bras avec une force qui ressemblait presque à un serment. Le juge verra clair dans leurs mensonges, a-t-elle déclaré, sa voix coupant comme une lame. Tu as déjà gagné. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose se réorganiser en moi, pas d'espoir, pas de soulagement, mais une certitude froide et solide, comme du granit. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons rassemblé les preuves comme si nous rassemblions un arsenal. Des relevés bancaires prouvant chaque centime que j'avais investi dans cette maison 3 ans plus tôt, alors qu'il souriait encore et m'appelait « notre sauveur ». Des courriels de Finn, leur avocat, confirmant les conditions du prêt, conditions qu'ils avaient eux-mêmes déformées. Des cerises sur le gâteau, une déclaration sous serment de Diane Burke, mon ancienne voisine, détaillant chaque heure que j'avais passée à rénover les lieux pendant qu'il regardait depuis le porche, en sirotant de la limonade comme si c'était un spectacle. Les documents d'assignation sont arrivés en quelques jours. Je pouvais presque entendre le bruit du monde s'écrouler dans leur salon, la sourdine de la télé s'éteignant soudainement, le grincement de la chaise de Colt alors qu'il se levait, la respiration difficile de ma mère alors qu'elle lisait les accusations à haute voix. Ils devaient se regarder, cherchant un coupable, un plan, une issue. Mais il n'y en avait pas. Le processus est allé plus vite que je ne l'imaginais. Jusqu'au début du printemps, nous étions sur ces bancs de bois ciré, sous l'œil vigilant d'un juge qui ne semblait pas avoir la patience des jeux. Mes parents étaient assis de l'autre côté, le visage creux, les yeux fixés ailleurs que sur moi. Colt, autrefois si imbu de lui-même, était désormais affalé sur sa chaise, ses doigts tambourinant sur son genou comme s'il comptait les secondes jusqu'au désastre. Lindsay a présenté notre cas avec une précision chirurgicale, le faux contrat, les dépôts mensuels que j'avais effectués pendant des années, la trahison flagrante. Leur avocat, un homme en costume bon marché et avec de profonds cernes sous les yeux, a essayé de faire valoir que j'avais consenti au prêt, mais le juge n'a pas sourcillé. Les preuves étaient trop nombreuses, ils ont renoncé à ma vie sans autorisation, et maintenant les tribunaux signaient leur fin. Lorsque la sentence est tombée, la voix du juge était comme un marteau, le prêt était nul, mon nom était net. Il devrait payer les frais du procès et une indemnisation pour préjudice moral. La maison, liée à une dette de 60 000 $, serait vendue aux enchères pour rembourser la banque. Je n'ai pas attendu de voir leurs expressions. J'ai quitté le forum avec le poids des années qui s'enlevaient de mes épaules, comme si quelqu'un avait coupé des chaînes que je ne savais même pas que je portais. Lindsay m'a rattrapé sur le pas extérieur et pour la première fois depuis que je la connais, j'ai vu un véritable sourire s'étaler sur son visage sérieux. « Tu as gagné, Whitney, dit-elle, comme si elle avait encore besoin d'être convaincue. Ils ne peuvent plus te toucher. » J'ai hoché la tête, mais le goût de la victoire était amer. La maison pour laquelle je m'étais battue allait être vendue, mais elle ne m'appartenait plus. Pas après ce qu'ils avaient fait. Pas après avoir transformé les plafonds et les murs en pièges. Quelques semaines plus tard, j'ai appris d'une connaissance que la banque avait saisi l'hypothèque. La maison a été mise aux enchères pour un prix qui couvrait à peine la dette. Mes parents et Colt ont emménagé dans un petit appartement à la périphérie de Missoula, où le loyer engloutissait la moitié de ce qu'ils pouvaient rassembler. Colt a accepté un emploi chez un concessionnaire de voitures d'occasion, son rêve new-yorkais réduit à de misérables commissions et à des clients qui lui tournaient le nez.
Mes parents, qui se vantaient autrefois de « notre Golden Boy », comptaient désormais des pièces pour payer la facture d'électricité. Le téléphone a commencé à sonner le lendemain du jugement. D'abord, ma mère, Whitney, comment as-tu pu nous faire ça? Sa voix se brisa, comme si elle était la victime. Nous sommes votre famille. Puis mon père, d'un ton tranchant comme un couteau, vous nous avez ruinés. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. J'écoutais chaque message, la poitrine serrée, mais les mains fermes. Ils avaient utilisé mon nom, ma confiance, pour garantir un prêt qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rembourser. Ils avaient choisi Colt, toujours Colt, et maintenant ils voulaient que je porte la responsabilité de leur chute. J'ai supprimé les messages un par un. J'ai bloqué les numéros. Colt a essayé d'appeler depuis une nouvelle carte SIM une semaine plus tard, sa voix oscillant entre la fureur et le désespoir. Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu vas le regretter. Je l'ai bloqué aussi. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était gratuit. Lindsay venait de temps en temps, juste pour vérifier si j'étais toujours debout. Tu as fait ce que tu devais faire, répéta-t-elle un soir en remuant son café non sucré. Ils ont fait leur choix. Et je savais que c'était vrai. Ce processus n'avait pas seulement effacé mon nom. J'avais tracé une ligne sur le terrain, jusqu'ici, pas plus loin. La maison est partie. Leurs finances sont en ruine. Mais ce n'est pas moi qui ai falsifié les signatures. Ce n'est pas moi qui ai menti. Ils ont creusé leur propre tombe et je n'allais plus me tenir au bord du trou pour les tirer vers le haut. Des mois plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement, la lumière du matin inondant l'espace comme une bénédiction. Marcher dans les rues de Missoula était devenu un acte de réaffirmation, chaque pas, chaque respiration, chaque choix était le mien. J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de design d'intérieur du centre-ville, un endroit confortable avec des murs en briques apparentes, où j'ai dessiné des plans pour des cafés et des magasins locaux. Mes journées étaient remplies d'échantillons de tissus, de rencontres avec des clients et de la satisfaction de voir un espace prendre vie sous mes mains. Chaque projet était une chance de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose à moi. Mon appartement, un studio près de la rivière Clark Fork, commençait à sentir la maison. Le canapé gris était appuyé contre la fenêtre, la lumière du matin apaisant le tissu doux. La télévision à écran plat sur le mur opposé, les câbles bien rangés, un rappel silencieux que j'avais reconquis même les petits détails. J'ai accroché de nouveaux rideaux bleu marine, un choix délibéré, et j'ai placé ma vieille lampe sur la table debout, sa lueur chaleureuse adoucissant les nuits. Chaque pièce, qui faisait autrefois partie d'une maison pour laquelle je m'étais battue, appartenait désormais à un espace qui n'appartenait qu'à moi, du sol au plafond. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Colt depuis le procès. Leur numéro était toujours bloqué, leur message supprimé depuis longtemps. Dans le couloir du bureau, j'entendais des ragots, Missoula était comme ça, une toile où la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, ils étaient en train de couler. Mes parents et Colt vivaient toujours dans cet appartement exigu de la banlieue, survivant grâce à des petits boulots et à des économies en baisse. Le travail de Colt chez le concessionnaire payait à peine le loyer et la fierté de mes parents était réduite en cendres. Diane Burke est passée l'autre jour pour m'apporter un café, a commenté tranquillement un collègue. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Forgez votre signature, essayez de vous mettre de côté. Même Henri, du centre communautaire, nous raconte comment vous vous êtes levé. J'acquiesce, reconnaissant mais pas surpris. Missoula ne pardonnait pas de telles trahisons et leur réputation s'était effondrée sous le poids de leur propre choix. Je n'ai pas perdu de temps à penser aux leurs. Je me concentrais sur ce qui m'attendait, les projets du bureau, qui devenaient de plus en plus ambitieux, la rénovation d'un café, le hall d'un hôtel boutique. Chacun d'eux a repoussé mes limites, gonflé ma confiance. J'ai passé mes nuits à réarranger les meubles dans l'appartement, à ajuster chaque centimètre jusqu'à ce que tout soit parfait. La machine à laver, qui ronronnait désormais dans le placard, était une victoire silencieuse. Je m'étais battue pour garder ce qui m'appartenait, et chaque objet dans cet espace en était la preuve. Parfois, je m'asseyais sur le canapé avec un carnet de croquis à la main, traçant des lignes et des formes, et je ressentais une discrète fierté.
J'avais passé des années à transpirer pour une famille qui me considérait comme un coffre-fort. Mais j'ai appris à diriger cette énergie vers moi-même. La leçon, avec le recul, était claire comme du verre. Je les avais laissés m'utiliser mon argent, mon temps, ma confiance parce que je pensais que c'était ce que faisait ma famille. Mais la fidélité n'est pas synonyme de tapis. Protéger votre valeur signifie fixer des limites, même si cela fait mal. Même si ce sont eux qui sont censés vous protéger. J'avais tout donné pour que cette maison reste debout, pour finalement découvrir qu'ils avaient falsifié ma signature pour me la voler. Mais c'est en me levant, en cherchant la vérité, en affrontant le tribunal et en tournant le dos que j'ai trouvé ma propre force. L'indépendance ne consiste pas seulement à vivre seul. C'est savoir que peu importe qui tentera de vous renverser, vous vous relèverez, seul, s'il le faut. Ce n'était plus la fille qui réparait tout. C'était Whitney. Et cette vie? C'était le mien.